Chez Construction de l'Avenir, sur 146 18e Avenue à Dolbeau-Mistassini, nous faisons la construction résidentielle, commerciale ou industrielle. Notre objectif principal est d'être à l'écoute de ses clients et notre mission première est de construire dans le délai requis et selon vos attentes. Le propriétaire de la Construction de l'Avenir, M. Jean-Marie Lamontagne, souhaite une bonne et heureuse année 2013 à tous ses clients ainsi qu'à la population. Construction de l'Avenir au numéro de téléphone 88 276 29 69. C'est l'hiver et la nature s'éveille, mais aux serres et pépinières de Turville, il y a toujours de l'activité. Madame Danielle Turcotte, propriétaire des serres et pépinières de Turville, profite de l'occasion pour remercier sa distinguée clientèle et lui souhaite une bonne et heureuse année. Et nous vous rappelons que nous serons là pour vous donner le même bon service en 2013. Les serres et pépinières de Turville, au 699 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 90 67. C'est maintenant la chronique de la Ligue nationale de football avec Alexandre Gauthier. Beaucoup d'actualités cette semaine dans la NFL. Il y a évidemment les 4 matchs encore qui vont commencer à compter de demain. On en parle avec Alexandre. Salut Alex. Salut Danny. Hey, Alex, ça va te faire plaisir. Hier, les Jaguars de Jacksonville ont congédié leur entraîneur-chef Mike Mularkey. Surprenant que ça peut arriver dès la fin de la saison, hein? Ben, écoute, moi je pense que Shad Khan, le propriétaire des Jaguars, voulait vraiment laisser la liberté au directeur général qu'il allait trouver de décider du sort de Mike Mularkey. Parce que, bon, faut le dire, Mike Mularkey a quand même là une bonne réputation là, dans les cercles de la NFL. Alors, il aurait pu engager un directeur général, puis je pense qu'il savait pas vraiment qui il allait engager. Là, il y avait pas vraiment de candidats précis en tête. Il y en avait peut-être 4 ou 5, mais je pense que c'est Caldwell qui l'a impressionné le plus en entrevue. Ben ouais. Alors, je pense qu'il voulait lui laisser la chance de se débarrasser de Mularkey si il jugeait que c'était nécessaire. Et c'est exactement ce qui est arrivé hier, donc. OK. Donc, là, il y a plusieurs noms qui vont commencer à circuler. Je pense qu'on va y aller avec il n'y aura pas qu'un gros nom. Il n'y aura pas la Bill Cowher qui a mentionné qu'il voudrait retourner dans la NFL ou encore un John Gruden ou un Lovie Smith. Quel sera le nom, d'après toi? On va y aller avec un coordonnateur d'une autre équipe, j'imagine? Ouais, écoute, moi, Danny, là, je vais faire ça bien simple avec toi. Je pense que les Jaguars ont décidé de faire maison nette. Ouais. Ils vont y aller avec du personnel qui, est pas nécessairement très connu. Écoute, première des choses, est-ce que Bill Cowher serait intéressé à aller coacher une équipe qui a fini 2-14, qui a pas de corps arrière et qui a des déficiences à peu près à tous les niveaux de son alignement? Moi, la réponse facile, c'est non. John Gruden, c'est la même chose également. Je pense que le prochain entraîneur des Jaguars, ça va être justement un entraîneur qui n'a probablement pas d'expérience, qui est un coordonnateur depuis quelques années dans une équipe qui fait bien. Il y en a plusieurs là, qui associaient là, Greg Roman, le coordonnateur à l'attaque des 49ers, parce qu'il a été coéquipier de David Caldwell. Alors moi, je pense que ça va être un gars comme ça qui va se retrouver, l'entraîneur des Jaguars. Et je te fais remarquer, pendant qu'on parle des Jaguars, c'est un peu l'heure de gloire des Jaguars, parce que c'est à peu près la dernière fois qu'on va en parler. Je te signale que hier, lors de la conférence de presse, il a dit quelque chose de très important, David Caldwell, le directeur général des Jaguars. Il a mentionné qu'il ne voyait pas, en aucun moment, Tim Tebow dans l'uniforme des Jaguars, pas plus parce qu'il est chez les Jets actuellement et qu'il n'a pas le droit de commenter sur des joueurs des équipes adverses. Il a dit que même s'il était libéré demain matin, il ne voit pas comment Tim Tebow serait le corps arrière des Jaguars la saison prochaine. Donc, Danny, ta prédiction que Tebow s'en aille chez les Alouettes a pris de l'ampleur hier. Mais ça va prendre de l'ampleur, oui et non, parce que si Mark Trestman, et c'est mon prochain sujet, moi ma prédiction, pourquoi je vais fort avec Tim Tebow, c'est qu'on sait que c'est un proche de Mark Trestman. Or, Mark Trestman a été interviewé à Cleveland, également avec les Bears de Chicago. Donc, si Trestman ça va dans la NFL, je pense pas que Tebow ça vient de Montréal. Effectivement. Mais tu sais, Tebow, je veux dire, un jour, s'il n'y a plus une équipe de la NFL qui l'engage, c'est un passionné de football. Donc, tôt ou tard, est-ce qu'il acceptera, est-ce qu'il se résignera, pas accepter, est-ce qu'il va se résigner à aller dans la Ligue canadienne de football, peut-être performer une année ou 2 années et espérer à ce moment-là que les performances fassent en sorte qu'une équipe de la NFL lui fasse signe à nouveau? Je ne sais pas s'il va en être rendu là dans sa réflexion, mais chose certaine, hier, quand le directeur général des Jaguars a dit qu'il ne voit pas comment Tim Tebow pourrait se retrouver un jour dans l'uniforme des Jaguars, on va te dire une chose, sa réflexion a peut-être pris une autre tournure hier, Danny.
Trestman, tu le vois-tu, et Jim Pop, est-ce que t'es vois dans la NFL l'an prochain? C'est drôle, hein? Mark Trestman, je ne le voyais pas nécessairement dans la Ligue nationale de football. Bon, je sais qu'il a des bonnes relations partout dans la Ligue, mais moi, le gars entre les deux que je pensais qu'il allait se retrouver un jour dans un bureau de la NFL, peut-être pas comme directeur général, Danny, mais peut-être parce que tu sais que dans la NFL, tu as un poste de directeur général, mais tu as aussi un poste de directeur du personnel des joueurs qu'on appelle, qui est responsable, ou encore directeur de l'évaluation, donc du recrutement. Pour les recrues qui s'en viennent au repêchage, et on sait que l'évaluateur de talent qui est Jim Pop est très talentueux. Moi, personnellement, j'aurais déjà fait une offre si j'étais une équipe de la NFL, j'aurais déjà fait une offre à Jim Pop, peut-être pas comme directeur général, parce que là, partir des Alouettes et devenir DG d'une équipe de la NFL, on parle peut-être pas de la même chose, mais chose certaine, je ferais rentrer un gars de même dans mon organisation, ça, sans aucune difficulté. C'est sûr. Est-ce que tu le vois à New York? Moi, j'en parlais avec Frédéric Degg qui parle des Alouettes un peu comme toi dans la NFL. Frédéric Degg, lui, il voit pas de problème nécessairement Jim Pop à New York. Moi, je pense qu'il est pas prêt pour être directeur général d'un marché comme New York. Non, parce que c'est un homme relativement discret. Mais en même temps, on dit discret, mais doté d'une forte personnalité. Ouais. Et il faut pas oublier qu'à New York, Danny, t'as un entraîneur qui en a déjà pas mal une forte personnalité. Donc, est-ce que Jim Pop s'entendrait très bien avec un gars comme Rex Ryan? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais oublie pas que c'est le gars qui a engagé Matthews à la tête des Alouettes. Et Matthews, c'est tout un personnage. Je me souviens plus son prénom, là, mais l'entraîneur... Don Matthews, effectivement. Donc, écoute, si t'es capable de composer avec Matthews, t'es capable de composer avec Rex Ryan. Alors, je vais prendre ça comme du cash, mais moi, je dis que Jim Pop devrait être engagé. Peut-être pas comme directeur général, mais certainement par une équipe de la Ligue nationale de football. Il est prêt, je pense, à passer là à l'autre niveau. OK. Il y a une poursuite contre la Ligue nationale de football. C'est des anciens joueurs qui poursuivent la Ligue nationale de football un petit peu pour les dommages qui ont été faits au niveau cérébral et au niveau physique. Or, ce qui est sorti hier dans le rapport du suicide de Junior Seau, c'est que le cerveau de Junior Seau était endommagé. Penses-tu, Alex, que ça va donner du poids à l'actuelle poursuite des anciens joueurs contre la NFL? Ben écoute, normalement, une poursuite, quand tu veux donner du poids à une poursuite, tu t'appuies sur des témoignages d'experts ou des cas patents. Et là, on assiste effectivement à un cas patent. Puis je pense que c'était exactement ce pourquoi les proches de Junior Seau avaient accepté donc de céder son cerveau à la science tout de suite. Et là, on parle là, dans les heures qui ont suivi sa mort. Donc, on voulait s'assurer, malgré la douleur de la perte de Seau, on voulait s'assurer que son cerveau soit examiné et qu'il prouve donc qu'il avait été magané, si je me permets l'expression, là, par plusieurs coups au cours de sa carrière. Et je pense que ce fut le cas. Et oui, ça donne, moi, à mon avis, je pense que ça donne du poids à une telle poursuite. Et c'est la pire nouvelle que la Ligue nationale de football là, souhaitait certainement. Parce que, bon, on sait très bien que, ça va leur donner un désavantage marqué dans la poursuite, mais aussi, il va falloir, ça va donner du poids, dans le fond, aux efforts que fait l'Association des joueurs pour avoir des politiques beaucoup plus sévères concernant les coups à la tête. Et là, la NFL n'aura pas le choix de réagir avec ce genre de cas-là là, qui se confirme. Ah ouais, effectivement. Parce que, tu sais, on peut toujours dire quelqu'un qui se suicide, puis il n'y a pas eu d'études de son cas. On peut toujours dire, puis les proches de la famille peuvent dire, oui, mais il a eu de nombreuses commotions cérébrales, et je suis persuadé que c'est dans la Ligue nationale de football, c'est son jeu qui lui a fait en sorte que ça a détérioré sa condition, etc. Quand t'as pas de données, t'as pas de preuves, à part le fait qu'il y a eu 2 ou 3 commotions cérébrales dans sa carrière, ben c'est sûr que ça donne un poids relatif. Mais là, t'as un cas patent où le cerveau a été analysé en profondeur. Et je dois te dire une chose, Danny, là, ça vient vraiment embêter la NFL. Mais Alex, comment tu fais maintenant pour améliorer ça? Le football, c'est un sport rude quand même, c'est un sport dur, là. Oui, mais attends. Ben écoute, moi je pense qu'il y a des bons pas de fait, c'est-à-dire que là maintenant, systématiquement, les joueurs, tu sais, j'écoute les analystes à la télévision se plaindre à chaque fois qu'il y a un maraudeur qui vient frapper un receveur qu'on dit sans défense, là, un defensive receiver. Bon, ben je les entends se blâmer en disant on peut plus jouer la défensive qu'on le jouait dans le temps. Ben c'est ça.
c'est les nouvelles règles. Tu sais, au hockey, à un moment donné, on accrochait là, au point où le gars n'était plus capable d'avancer, puis on enlevait la rondelle, puis les joueurs les moins rapides arrivaient à faire carrière dans la Ligue nationale. Maintenant, ça a changé, puis maintenant, c'est des petits vites, puis des petits gars comme Desharnais qui font carrière dans la Ligue nationale de hockey. Ben, dans la NFL, faut qu'on fasse le même procédé, Danny. Faut modifier la façon dont le football se joue. Et il faut modifier, dès le plus jeune âge, la façon dont les plaqués se font. Tu vas me dire, oui, mais il va y avoir plus de blessures au genou, on va plaquer plus au bas du corps. T'as bien raison. Mais entre frapper au genou puis frapper donc à la tête, il y a une zone qui s'appelle le haut du corps puis les cuisses. Fait qu'on est capable, je pense, d'enseigner à nos jeunes dès le plus jeune âge à plaquer à cet endroit-là. Il faut limiter les coups à la tête et des suspensions sévères et des amendes pour ceux qui sont ceux qui commettent ce genre de coups-là de façon répétitive. Et je pense entre autres à Bernard Pollard, le maraudeur des Ravens de Baltimore, qui encore la semaine dernière est allé d'un coup extraordinairement fort sur la tête de Reggie Wayne. Et Reggie Wayne, ils l'ont pas dit les causes, mais je pensais j'étais persuadé qu'il avait subi une commotion cérébrale sur ce jeu-là. Très rapidement, Bill Cowher qui veut revenir sur les lignes de côté, ça c'est le grand temps, s'il veut pas se faire trop oublier. Là. Ben oui et non, parce que là, je lisais les commentaires. La nouvelle, c'est sûr qu'on s'est excité en disant que Bill Cowher avait ouvert la porte, Danny, à la possibilité de revenir au coaching. Ce qu'on avait oublié de dire dans la même manchette, évidemment c'est une manchette, on avait oublié de dire dans le texte qu'il avait mentionné que c'était pas cette année qu'il reviendrait. Alors, Bill Cowher se donne encore, puis même 4, 5, 6 ans, semble-t-il, avant de revenir ou de songer à revenir derrière un banc, sur les lignes de côté. Moi, je pense que Bill Cowher ne reviendra pas cette année, mais il devra, s'il ne veut pas se faire oublier complètement, y songer très sérieusement après la saison prochaine, parce qu'après ça, dire un lame duck, là, un entraîneur dont tu t'appelles, tu sais, quelqu'un qui radote, tu sais, un Dick Vermeil, un Jim Mora senior, etc., là, tu sais, un gars passé date, là, tu sais. Ouais, un Mike Ditka de ce genre. Alex, on va aller à la pause. On vient dans quelques instants avec les matchs de la semaine. 4 bons matchs. Il y en a 2 que c'est facile, les positions. 2 autres, c'est difficile. On en parle après la pause. Cette semaine, chez Jean Coutu, Philippe et Régent Lavoie, profitez de bons rabais. Le détergent de marque Tide à seulement 3,99 $. Le papier hygiénique de marque Charmin, paquet de 8 à seulement 3,99 $. Ou le papier mouchoir de marque Personnel à seulement 3,99 $. Les propriétaires Régent et Philippe Lavoie profitent de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année et remercient sa distinguée clientèle qui l'a soutenue pendant la dernière année. Jean Coutu, Régent et Philippe Lavoie aux Galeries des Érables, secteur d'Olbeau et au 170 avenue d'Église, secteur Mistassini. On est de retour à danradiosport.com. Alex, 2 matchs que c'est extrêmement facile de faire les prédictions, 2 autres que moi je trouve ça plus difficile. Commençons par les faciles, on va régler ça vite. Denver, Baltimore, je pense que les 2 équipes sont affrontées lors de la saison et Peyton Manning avait donné une leçon de football aux Ravens et je pense que ça va se reproduire. Ben écoute, là ça me fait mal au cœur de dire ça parce que tu sais que comme je te l'avais mentionné en début de saison, moi ma prédiction c'était que les Ravens allaient se rendre au Super Bowl. Mais bon, écoute, j'avais dit à ce moment-là que moi Joe Flacco évoluait dans un nouveau système de jeu up-tempo, donc un jeu en accéléré, et ça allait évidemment l'avantager. Or, ce que j'ai vu au cours de la saison, mon cher Danny, j'ai vu le bon vieux Joe Flacco qui n'est pas capable de mener son équipe aux grands honneurs. Écoute, la semaine passée contre Indianapolis, à plusieurs reprises, on se disait, les Ravens, ils n'ont qu'à faire un gros jeu, puis le match est dans la poche. Et ça a pris du temps, puis ils se sont même fait menacer par Andrew Luck, la verte recrue. On n'a pas été capable de se rendre à Luck. Écoute, je vois pas, il y en a pas de manière, t'as bien raison, là, je vois pas de manière que les Ravens pourraient se rendre à Denver pour aller battre Peyton Manning en plein contrôle de la situation. La seule affaire qui me fait hésiter, c'est que les Broncos ont bénéficié d'une semaine de congé. Et des fois, c'est difficile un peu de revenir. Ça peut prendre du temps là avant de revenir dans le match. Mais écoute, t'as raison. Victoire des Broncos. Puis ma prédiction des Ravens au Super Bowl va s'arrêter cette semaine, mon cher. Par contre, le dimanche, les Ravens ont joué dimanche. Ils vont jouer à Denver. Ils vont jouer en attitude. Tu sais comment c'est pas facile nécessairement jouer en attitude.
Et ça, c'est un autre cas qui pourrait favoriser les Broncos. Tu dis que ça te fait mal au cœur parce que tu avais favorisé les Ravens. Ben, moi, ça me fait mal au cœur parce que moi, en début de saison, j'avais prédit les Texans de Houston au Super Bowl dans l'américaine. Puis je pense que ça va s'arrêter là contre mes Pats de Nouvelle-Angleterre. Et même si Aaron Foster a mentionné sur Twitter tout de suite après le match qu'il en doit une aux Pats, je pense que Tom Brady va encore une fois déculotter la défensive des Ravens. Ben écoute, Aaron Foster a bien beau dire qu'ils en doivent une aux Pats et qu'ils vont offrir la meilleure performance de sa carrière. Moi, j'ai comme réponse à Foster la chose suivante. Un gars qui s'appelle Vince Wilfork et un gars qui s'appelle Brandon Spikes. Donc ça, c'est la ligne du centre là, chez les Patriotes. Et ça, actuellement, Danny, je regardais les statistiques, ils sont menaçants contre la course comme c'est pas possible. Depuis le 5e match de la saison régulière, Danny, ils ont clenché la vitesse grand V et ils sont parmi ceux qui stoppent là, le mieux la course. Donc, puis ils sont très rapides là, pour leur poids. Entre autres, Spike, c'est un homme très rapide, un secondaire très rapide. Donc, Aaron Foster est mieux d'avoir un jeu impeccable de sa ligne offensive s'il veut gagner des verges dans ce match-là. Et d'un autre côté, écoute, la dernière fois, les Texans avaient été victimes de 419 verges par la passe de la part de notre ami Brady. OK? Ouais. Et dans ce temps-là, Danny, puis en plus, 6 touchés, là, pour être sûr de ne pas se manquer, 6 touchés. Et là, il n'y avait même pas Gronkowski comme ailier rapproché. C'est Aaron Hernandez qui avait fait le gros de la job avec notre ami Wes Welker. Donc là, tu rajoutes Gronk là-dedans. Je vois pas Danny. Puis en plus, Houston s'est fait démolir à 2 ou 3 reprises par la passe cette saison. Je vois pas comment il pourrait échapper les Patriots ce match-là. Donc, victoire facile, walk in the park pour les Pats. Dans l'autre, là, ça va être... pas walk in the park, par exemple. Pas walk in the park. Ça pourrait être serré un peu plus que je le pense, parce que dans le fond, je fais confiance aux Texans de quand même tenir ce match-là serré. Mais c'est une victoire, c'est sûr. Bon, dans l'autre, là, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai dit, Alex, cette semaine, qu'on a la finale de la conférence nationale avant le temps. L'équipe qui va gagner ce match-là va se rendre directement au Super Bowl entre les Packers de Green Bay et les 49ers de San Francisco. Ah, écoute, c'est pas mauvais comme analyse, effectivement. Ouais. Pourquoi les Packers actuellement me font peur, c'est qu'ils sont hot. Hein, tu sais qu'à chaque année, l'équipe qui est hot habituellement se rend aux grands honneurs. Et cette année, les Giants de cette année, finalement, moi, je regarde ça, c'est les Packers de Green Bay. Leur jeu au niveau de la tertiaire est extraordinaire, donc c'est très difficile de passer contre eux. Alors, Kaepernick va avoir beaucoup de difficultés à atteindre ses receveurs. Quoique Kaepernick, Danny, une petite statistique comme ça, là, bien intéressante que je regardais après-midi. Colin Kaepernick, c'est le passeur le plus précis lorsque vient le temps de lancer le ballon au-delà de 20 verges dans la Ligue nationale de football depuis, évidemment, qu'il est entré en jeu. Donc, on a comptabilisé les statistiques depuis il est partant, et c'est lui qui a le plus de passes réussies, le plus de passes précises au-delà de 20 verges. Donc, c'est un gars qui aime ça jouer vertical, si tu me permets l'expression. Alors, c'est là que le match, d'après moi, va se jouer, parce que la tertiaire des Packers est très bonne ces derniers temps. Elle est très haute. Alors, le jeu va se jouer là. Puis l'autre clé du match, je pense, Danny, c'est la présence de Justin Smith. Est-ce que l'ailier défensif Justin Smith va être présent? Il y en a qui disent que oui. Il va jouer, même s'il a un muscle tordu là, au biceps là, du bras. Il va jouer avec un protecteur. Et si Justin Smith joue même à 70% de ses capacités, faut pas oublier que Aldon Smith, lui, quand son autre chum Smith est là, il connaît des matchs extraordinaires. Il peut avoir 1, 2, 3 sacs. Donc, je pense que la clé des 49ers pour battre Green Bay, c'est celle-là. Il faut que j'aille avec un upset. Puis mon upset, c'est les victoires des Packers de Green Bay. Moi, je vais y aller avec les Packers de Green Bay également. Tu parles là, des Giants de New York, mais il y a 2 ans, les Packers, lorsqu'ils s'étaient rendus au Super Bowl, ils étaient hot comme ça aussi. Tu te rappelles, il s'était classé comme Walker. Pardon. Puis là, finalement, ils avaient gagné le Super Bowl. Donc, moi aussi, je vais y aller avec les Packers de Green Bay contre les 49ers. Et l'autre, on ne sera pas d'accord. Seattle-Atlanta. Moi, j'ai dit que les Seahawks allaient battre les Falcons en raison que je pense que les Falcons, ils vont, excusez-moi l'expression, mais ils vont choquer, comme ils l'ont toujours fait. Et du côté des Falcons, ce qui va être intéressant dans ce match-là, ça va être les demi-défensifs, Brendan Bronan et également Richard Sherman, qui vont affronter Julius Jones
et le Roddy White. C'est Roddy White, effectivement. Ouais, effectivement. Donc, ça va être intéressant de voir cet affrontement, les gros demi-défensiers des Seahawks contre les gros demi-défensiers des Falcons. Écoute, les gros receveurs de passe. Écoute, t'as raison, Danny, parce que Richard Sherman, actuellement, est celui-là qui, dans la Ligue nationale de football, a le plus de passes interceptées ou de passes déviées, donc des passes qui ne se rendent pas aux receveurs. 23 au total cette saison, c'est lui qui en a le plus dans la Ligue nationale de football, donc c'est un demi de coin, un parmi les meilleurs d'ailleurs, il est au Pro Bowl là, si je me rappelle bien. Donc ça va être effectivement, comme tu le mentionnes, une bataille fort intéressante. Écoute, je regardais ça, là, Danny, au niveau des statistiques, je te dirais que 3/4 des statistiques favorisent les Seahawks de Seattle. Le jeu de Russell Wilson, tout d'abord. Bon, oui. Oh. Écoute, premier, Danny, premier avec 9 verges par passe complétées, OK? Deuxième dans la ligue avec des passes de toucher. Donc, il y a 7,6% de ces passes qui deviennent des passes de toucher. Puis c'est le premier en termes du ratio interception versus le nombre de passes. Écoute, tous les chiffres, Danny, sont en faveur des Seahawks. Puis t'as bien raison de prendre pour les Seahawks. Malgré tout, moi, je pense que les Falcons sont à domicile cette fois. L'année passée, il ne faut pas que tu oublies qu'ils allaient jouer à New York face aux Giants. Donc, ils sont à domicile, plus redoutables à domicile cette saison. Matt, il y a aussi un duo dans le champ arrière qui capte beaucoup de ballons. Donc, les Falcons, au niveau des airs, ils peuvent y aller par les receveurs de passe, mais oublie pas que si les receveurs de passe sont contrés par les demi-coins des Seahawks, t'as toujours Jacquizz Rodgers qui est parmi les bons de la Ligue pour recevoir des ballons. Donc, il figure parmi les meilleurs porteurs de ballons de la Ligue comme receveur. Donc, je pense que les moyens sont à la disposition des Falcons. Et je vais y aller avec une victoire très serrée, peut-être même au dernier jeu du match avec un placement, mais je pense que les Falcons vont l'emporter. Russell Wilson, on a parlé beaucoup de Robert Griffin III et Andrew Luck, et avec raison, mais Russell Wilson, le fait qu'il était un choix de 3e ronde, et le fait qu'il joue à Seattle, ça a fait en sorte qu'il y a eu moins de publicité que les deux autres. Oui. Ben oui, c'est officiel. C'est officiel, mais je te dirais, Danny, je te dirais qu'il est plus intelligent même que Robert Griffin III en termes de quand est-ce que je cours, quand est-ce que je cours pas. Donc, son style de jeu est moins à risque que Robert Griffin III. Tu sais, parce que là, actuellement, à Washington, on se mord les doigts, hein, parce que Robert Griffin III, effectivement, c'est le corps arrière le plus excitant de toute la classe de l'année passée du repêchage. Le problème, c'est que sa carrière risque de s'écourter s'il ne change pas son style de jeu. Il faut qu'il sache quand est-ce courir, puis quand est-ce se jeter à terre, sinon ça va devenir une carrière à la Michael Vick. Et Russell Wilson, l'avantage de Seattle, c'est qu'il est plus intelligent, à mon avis, que Robert Griffin III pour ce genre de jeu-là, et sa carrière risque de durer plus longtemps, et ça fait peur. Mais il est excellent pour le travail. En passant, juste pour te dire, Brandon Bowden, c'est un ancien de la Ligue canadienne de football. Fait que, juste pour te dire, Alex, une petite pointe en passant, là. Ah oui, ils font des bons joueurs dans la Ligue canadienne, ça veut pas ça. Effectivement. Après, il y a eu Wade qui joue avec Seattle, comme il y a Wade qui joue avec les Dolphins, qui est actuellement parmi les meilleurs pour presser le corps arrière dans la Ligue nationale de football qui vient de la Ligue canadienne. Tu as tout à fait raison. Et on pourra en nommer quelques-uns comme ça. Il y a de bons joueurs, effectivement, qui passent dans la Ligue canadienne. Il ne faut pas oublier que, vu que c'est un jeu différent, c'est ça que je disais l'autre jour dans un article, avec un jeu très différent où on met beaucoup l'accent sur la passe dans la Ligue canadienne de football, il y a des joueurs qui vont se perfectionner, justement, et ils deviennent des joueurs complets en perfectionnant leur jeu contre la passe dans la Ligue canadienne de football. Donc, tu as en partie raison, mon cher Danny. Bon, ben Alex, on se reparle la semaine prochaine. On va faire probablement une table ronde. On va se trouver un autre invité pour parler parce que la semaine prochaine, ça va être les finales de conférence, donc ça va être vraiment intéressant. Parfait. Voilà, donc c'était Alexandre Gauthier, nos prédictions pour les matchs de la Ligue nationale de football.